Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Sport Breaks pour le tout dernier rendez-vous foot de la saison, le jour même de la reprise de l'entraînement d'ailleurs pour bon nombre de clubs de D1. Et pendant une heure, nous allons revenir sur la saison du Stade Brestois 29. Notre rétro-foot sera consacré aujourd'hui au Stade Brestois 29 au terme de la première saison des Finistériens en national. Invité Jean-Louis Lamour, le manager général du club brestois. A noter également dans ce nouveau numéro de Foot Braise, le portrait du gardien brestois, Frédéric Cadeau. Rencontre également avec le coach des Rouges et Blancs, l'ancien adjoint de Michel Hidalgo, Alain de Martigny. En fin d'émission, partez avec nous sur l'un des déplacements des joueurs du Stade Brestois. Et voilà, un petit séjour en Corse pendant cette émission. Tout va bien? Yvan Leroux va bien? Très très bien. Yvan Leroux, donc Jean-Louis Lamour, manager général du Stade Brestois à nos côtés pour cette partie, cette rétro spéciale Stade Brestois 29 après une belle année en national. Il y aura ensuite dans la seconde partie de l'émission, notamment du cyclisme. Dans le magazine Vélo, en compagnie du vainqueur de Manche Atlantique Lilian Gégou, nous reviendrons sur la première partie de cette saison 2001 de la route bretonne au championnat de Bretagne à Plumelec, tous les bouquets dans notre page de cyclisme. Sur les pavés, le sable du beach volley Place des Lys à Rennes, sous le soleil exactement. Du rugby avec le tournoi des 30 à la Nester près de Lorient, une manifestation nationale d'écoles de rugby placée sous le signe de l'histoire. Enfin, un raid étudiant en motoneige, direction la Laponie, en compagnie de Rennais complètement givrés. Oh là là, dis-moi, ça fait envie ça. Messieurs, comment allez-vous? Très bien. Allez, Bonsoir on attaque notre rétro Stade Brestois 29. Yvon, je vais vous laisser présenter notre invité du jour. Jean-Louis est d'abord un ami, on a beaucoup de souvenirs en commun. Vous avez beaucoup de potes dans le football, vous. Non, mais c'est vrai qu'il y a un souvenir qui me vient à l'esprit, c'est le championnat d'Europe en 84. Jean-Louis a participé avec nous, il nous surveillait un petit peu, c'était un petit peu... Alors ça, je voudrais qu'on l'explique tout de suite, parce que ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Manager général du Stade Brestois aujourd'hui, mais vous étiez auparavant dans le football à un autre poste. Oui, de tout temps, j'étais dans le football. C'est vrai qu'en 84, avec Michel Hidalgo, j'ai pris la responsabilité de la sécurité de l'équipe de France pendant 10 ans, jusqu'en 94. Et puis après, pendant quelques années, pendant 6 saisons avec le PSG. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu de solides amitiés, de solides et de réelles amitiés avec les dirigeants, le staff technique et l'ensemble des gens qui est de ce haut niveau. Lorsqu'on contacte le haut niveau, je crois qu'on s'enrichit énormément parce qu'on apprend, donc il faut être attentif et puis c'est ça l'expérience. Donc, et à présent, j'essaye de me servir de cette expérience-là au quotidien au Stade Brestois, qui est le club de mon cœur. Voilà. Alors on va revenir là-dessus tout à l'heure avec notamment quelques photos. On va par exemple découvrir Yvan Leroux très jeune. Toujours jeune, toujours jeune. C'est vrai. Yvon, votre avis sur la saison du Stade Brestois? Je crois qu'ils ont fait une très très belle saison. En début de saison, ils sont partis comme toute une équipe qui monte en national. Je crois qu'ils ont eu un départ, je dirais pas laborieux, mais un départ assez difficile. Après, ils ont fait une super deuxième partie. Et puis c'est vrai qu'en fin de championnat, on espérait que Brest accède à la seconde division, mais je crois qu'ils ont fait une superbe saison. Ils finissent 6e. Je crois que l'ambition du club au départ était de finir entre la 10e et la 8e place. Je crois que le contrat est tout à fait rempli. Oui, c'était une saison pour apprendre, on a appris très vite et puis c'est pas une année de transition, c'est une année de stabilisation du club. Je crois qu'on a bien stabilisé le club, on a progressé énormément et puis c'est vrai qu'on a loupé le coche en fin de saison, mais il n'y a pas de regret parce que on n'a pas de regret, on fait le maximum au quotidien et ça sera pour la saison prochaine. On croise les doigts pour vous. Tout de suite donc la rétro du début de saison du Stade Brestois 29. La saison 99-2000 s'achève et c'est l'euphorie sur le banc brestois. Les joueurs d'Alain de Martigny viennent de s'imposer 1-0 face au Paris Saint-Germain. Grâce à un but du capitaine Franck Léran, une victoire qui propulse le Stade Brestois en national. Brest, pour moi, c'est une ville de football et je compte sur Michel Gestin pour rebâtir un club qui montera vers les sommets. J'ai écouté les ambitions raisonnables de ce club. Je crois que construire, c'est aller tranquillement de l'avant. En début de saison, Brest affiche ses intentions sans prétention avec un slogan que tout le monde connaît déjà. La D2 en 2002. Le plus important, c'est de construire une équipe sur 2 ans pour monter en 2e division. La D2 en 2002, comme ils ont leur slogan. Ok les gars, on se rapproche maintenant, on accélère.
Pour renforcer l'équipe et en particulier la ligne d'attaque, Brest engage les 2 anciens Rouennais, Jean-Marc Drusch et son compère le Brésilien Rogério Moreira, qui ont fait les beaux jours du club normand la saison dernière. Et pour leur début en championnat de national, les Brestois vont avoir un parcours chaotique avec lors des 5 premières journées 2 défaites contre Amiens et Alès, 2 nuls, 1 à domicile face à Istres et à Paris contre le Racing, et une seule victoire à Francis-le-Blé face à Noisy-le-Sec, 2-0. Le public brestois qui attend donc une victoire de son équipe lors de la 6e journée avec la réception de Louan Cuiseau. Les joueurs d'Alain de Martigny vont s'y employer puisque Franck Lérand, au tout début de rencontre, ouvrira le score en 2 temps. Le break sera fait un peu plus tard dans la partie. Suite à ce service de Talmont, c'est Moreira qui doublera la mise. Enfin, en seconde période, Drusch sur pénalty permettra à son équipe de se rassurer en l'emportant 3-0. Le public pourra exulter. 3 jours plus tard, en déplacement à Reims, Brest récidivera, les rangs inscrivant le seul but de la rencontre à la 52e minute sur une ouverture de Drusch. Cette victoire de la 7e journée sera la première des Brestois en déplacement. Les joueurs d'Alain de Martigny seront alors 8e au classement. Malheureusement, à la suite de ces 2 victoires d'affilée, les Brestois vont de nouveau peiner à partir de la 8e journée avec une défaite à domicile face à Besançon 2-0, puis une autre à Grenoble une semaine plus tard 4-0. Même si les Finistériens vont relever la tête grâce aux victoires face à Valenciennes, Passy-sur-Eure et Pau et remonter à la 6e place au classement, les joueurs d'Alain de Martigny s'inclineront de nouveau à Valence lors de la 15e journée 3-1. Il faudra attendre la 16e journée début décembre pour assister à un véritable festival de la part des Bretons et une victoire aux dépens de Thouars, 5-1. Les héros de la soirée s'appelleront Drusch, qui marquera à 3 reprises, Sissoko et Moreira. Un 2e succès d'affilée à domicile après la victoire face à Pau, 4-0. Bon, ça fait 9 buts en 2 matchs à domicile. C'est un super résultat. Bon, en face de nous, il y avait une belle équipe, surtout en première mi-temps. Bon, en deuxième mi-temps, on aurait pu en marquer 2-3 de plus, mais bon, on est heureux pour tous les joueurs. Une semaine plus tard, pour la 17e journée, le déplacement à Clermont-Ferrand sera moins prolifique. Même si l'Héran ouvrira la marque à la 73e minute, les Clermontois finiront la rencontre en boulet de canon, inscrivant 3 buts en 10 minutes. Des Brestois qui termineront la partie à 10. C'est 11 contre 11. Je crois que l'expulsion est pour le moins sévère parce que d'une part, le ballon ne va pas du tout vers le but puisqu'il est transversal, il est parallèle à la ligne des 16 mètres. Deuxièmement, il y a autant accrochage de Courtès sur mon joueur que l'inverse. Bon, je crois que l'arbitre s'est laissé abuser ou volontairement ou involontairement, j'en sais rien. En tous les cas, on s'est retrouvé à 10 et à 10, même si on a ouvert le score, on savait très bien que ça serait très difficile. Juste avant la trêve, les Finistériens ajouteront 3 nouveaux points à leur compteur avec une victoire face à Ajaccio 2-0. Au retour des vacances de Noël, les Brestois vont continuer sur leur lancée en allant s'imposer à Dijon 1-0 lors du dernier match de la phase allée. C'est l'Héran qui inscrira le seul but de la rencontre. Des Brestois qui seront 5e avec 30 points au soir de cette 19e journée avec un bilan favorable de 9 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Un promu finistérien heureux de cette première partie de saison. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Lamour, manager du Stade Brestois 29. Jean-Louis, je voudrais qu'on parle de l'état d'esprit de cette équipe en début de saison et donc jusqu'à la trêve. 5e place, Olivier Caillé nous l'a dit, inespéré. Non, pas inespéré, parce qu'on l'a mérité. Je pense que si on finit 5e, c'est que c'est un parcours qui a été intéressant tout au long de l'année. Mais quand je vois ces images-là, je pense à ce public qui est fabuleux et je crois qu'on a envie de faire encore chavirer le cœur de ses supporters l'année prochaine et de remplir ce stade-là de bonheur, de sentiments, de joie. Et je crois que c'est ça qui nous motive avec Alain et Michel Gestin, c'est qu'on a un challenge extraordinaire, mais pour ce public qui est merveilleux et qui avait besoin de vibrer parce qu'il y avait un déficit. Il y avait un déficit, il y a du terreau, il y a de la matière et le public a répondu présent et je pense que l'année prochaine, on a 2 matchs à l'extérieur parce qu'on a été sanctionné par la fédération. Oui. Ces matchs-là vont se dérouler à Saint-Paul-de-Léon et merci à la municipalité de Saint-Paul-de-Léon de nous accorder donc la possibilité de jouer au terrain des Carmes. Vous êtes comme chez vous là-bas. Ben, bien sûr, puis on va disputer notre dernier match amical contre l'UNFP à Saint-Paul-de-Léon. On va être chez nous. Alors pourquoi n'avoir pas joué à Quimper par exemple?
Quimper était aussi demandeur, mais je pense que notre public est plutôt Finistère Nord, donc les Léonards, et puis bon, je crois que Plouvorne, Poescat, tout ce coin-là, Carantec, Pays de Loulou, tout ça. Bon, je crois qu'on va être bien chez nous, et puis on va faire de résultats, et on fera le premier match à domicile début septembre au Stade Francis-Leblay. Ça permettra à la mairie de finir les travaux qu'ils ont commencé au niveau de la pelouse. Eh ben là, vous avez tous les messages sont clairs. On va simplement revenir sur l'un des acteurs de cette saison, l'un des artisans de la réussite du Stade Brestois 29 cette saison. Il s'agit du coach Alain de Martigny, arrivé à Brest il y a maintenant... c'est 2 ans depuis que je suis revenu donc en tant que manager général, et puis mon premier souci ça a été de faire revenir Alain, parce que je savais que comme moi il partageait cette ambition de faire repartir le club, et puis que c'est une solide et une réelle amitié depuis 20 ans. On est parti ensemble en 82 du Stade Brestois, 20 ans après ça va être 2002, je crois que c'est magnifique si on peut réussir ce challenge. Ça veut dire qu'il y aura du champagne à boire. Oui, il y aura du champagne à boire. Je pense qu'il n'y a pas sur le plateau ce soir. Encore. Je crois que si Brest est là actuellement, c'est grâce à 3 hommes, Michel Gestin le président, Alain de Martigny l'entraîneur, et le manager général. Et rencontre donc tout de suite avec l'un de ces hommes, rencontre avec le coach Alain. Franck, Alain de Martigny, vous connaissez? Oui, très bien. On a travaillé ensemble depuis 1 an et demi. 25 ans après son passage comme entraîneur à Brest, Alain de Martigny signe son grand retour dans la cité du Ponant. À 54 ans, le coach brestois s'affiche comme un homme discret et efficace. Et vraiment, pour nous, c'est une valeur sûre au club. Donc je crois que ce qu'il a apporté aussi, c'est cette confiance. Les Brestois ont retrouvé la confiance avec un coach qui a une grande compétence, un grand sérieux, et qui a simplement comme motivation de relancer Brest, le football à Brest. Alain de Martigny est arrivé les années 77-78 au Stade Brestois. Moi, j'y étais depuis les années 68, et je l'ai connu en tant que joueur et entraîneur-joueur. Je sais que c'est quelqu'un qui aime bien blaguer. Quand on allait en déplacement, quand j'étais joueur, on aimait bien écouter Coluche à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui est très féru de toutes ces petites histoires-là. Donc c'est quelqu'un qui sait vivre à côté, mais par contre, quand il est sur le terrain, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi. Après ses études à l'UREPS de Lille, Alain de Martigny devient prof d'EPS avant d'intégrer au début des années 70 l'équipe de France militaire. J'étais sur Citer, c'était dans la saison 71-72. J'ai joué à Lille en D1 à ce moment-là. J'étais chauffeur d'un lieutenant, j'étais vraiment très tranquille. Dédé Perrotte, lui, était sur son bateau dans la rade de Brest, c'était très peinard aussi. Et puis on s'est retrouvés, on a été réquisitionnés tous les deux. 3 ou 4 mois, vraiment très, très sympa. Je ne vais pas dire encore plus planqué, mais presque. Après 4 ans au sein de l'attaque lilloise, Alain de Martigny débarque à Brest comme entraîneur en 1976. 3 ans plus tard, le club finistérien accède pour la première fois à la première division. Alors cette équipe-là, disons que c'est la première équipe à avoir vraiment fait rêver Brest. 81-82, Alain de Martigny va ensuite contribuer à la remontée du Stade brestois en élite. Là, c'était vraiment une belle équipe qui a fait en grande partie les beaux jours du stade dans les années suivantes, avec Gérard Bernardet, entre autres, bien sûr, Vabec, Bernard Pardo, pour citer Yvon Leroux, Richard Honorine, enfin bref, je pourrais tous les citer parce que c'était des gens que j'appréciais. Après les mésaventures du Brest Armorique, Alain de Martigny va successivement entraîner le Matra Racing, Guingamp puis Angers avant de s'exiler au Gabon pendant 3 ans. C'est un petit pays qui n'avait jamais eu de résultat. D'une manière anecdotique, lorsque je suis arrivé, ça faisait 5 ans que l'équipe nationale n'avait pas gagné. Puis bon, on avait une compétition très importante que l'on a gagnée, donc ça a été la France 98 ou le Gabon 85. En termes de passion, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas photo, mais c'était encore supérieur à ce qu'on a vécu en France, à l'échelle du pays, bien entendu. Autre expérience, et non des moindres, la Coupe du Monde en Espagne en 82, où l'entraîneur brestois n'est que l'adjoint de Michel Hidalgo. Bref, Alain de Martigny, c'est un homme d'expérience, rigoureux, exigeant et peu expansif. Il est surtout passionné par le football, bien sûr, mais aussi par d'autres activités, comme le golf. Moi, je suis vraiment un fan des sports ou des activités de plein air, quoi. Que ce soit la pêche en mer, que ce soit le ski, que ce soit le vélo, que ce soit la course de fond, que ce soit... le golf fait partie de ça, donc je pense que ce sont des activités qui me permettent de passer complètement à autre chose que la vie courante.
Passionné de tous les instants, Alain de Martigny affiche un attachement viscéral à la Bretagne et à ses racines à Tréflez, dans le Nord Finistère. Il revendique haut et fort sa philosophie, être sérieux sans se prendre au sérieux. Jean-Louis Lamour, rassurez-moi, Alain de Martigny et sa Porsche seront toujours brestois l'année prochaine. Oui, sans aucun problème. Je crois qu'Alain, c'est le coach qu'il fallait. Donc il connaît bien le football brestois. Il connaît bon, je crois qu'on a une identité finistérienne très très forte au niveau du recrutement aussi depuis qu'il est arrivé. Il fait bien son boulot, c'était quelqu'un de très très compétent, très rigoureux, et puis bon, chacun sa place, il est entraîneur, c'est lui qui décide, c'est lui qui planifie les entraînements, qui fait les équipes, et vraiment, avec Michel Gestin, chacun a son rôle bien déterminé, et ça, pas de problème. On va parler de vous maintenant, Jean-Louis, avec quelques photos tout de suite, histoire d'expliquer un petit peu le... Si, j'y tiens. Attendez, le parcours. On y va là, à vous de nous présenter ces quelques photos. Là c'était, oui, que je joue au Stade Brestois, avec Marcel Laubourg, qui était votre poste gardien de but à Brest, et puis là c'était un match à l'Armoricaine à l'époque. Voilà. Et vous êtes donc avec une petite bière après? Non, c'était un bon jus de fruits. On continue tout de suite avec une autre photo, on va avancer un petit peu dans le temps. Ça c'est à l'occasion d'une Coupe du Monde, me semble-t-il, en Angleterre? 66, c'était la Coupe du Monde en Angleterre, et puis avec 3 copains, Mattei, Pernet, et on était partis à 4 en voiture là-bas. Il y a Nestor Combin et puis Jackie Simon. Enfin moi je dis ça comme ça. Vous avez la kiné, ouais, qui était sur le capot. C'était à nous les petites anglaises. Voilà, on avait pris de l'avance, on avait déjà pris de l'avance. Jetons à voile pudique sur cette scène. Oh là c'était 84, Yvon n'est pas sur la photo, mais il était présent, c'était avec Patrick Battiston, Alain Giresse, et puis Lacombe et Van der Gut, le réalisateur de la télé. Et donc c'était après le championnat d'Europe. Là vous étiez là-bas pour le boulot. Pour le boulot, là on travaillait. Là. Voilà. Sécurité de l'équipe de France. Tout à fait. Une autre photo tout de suite. Là c'était à Nantes, à la Beaujoire, en France. Petit jeune. C'est qui le petit jeune là? Le petit jeune au milieu, c'est Yvon Leroux, et Manu Amoros, Daniel Bravo et puis Dominique Rocheteau. Et c'était avant un match exceptionnel, c'était France-Belgique, 5-0, 3 buts de Michel Platini. Ça va. On va continuer donc toujours avec Jean-Louis Lamour, aux côtés des plus grands champions français. Avec Michel en tant que capitaine de l'équipe de France pendant des années, puis après quand il était à Juve aussi, quelques missions à Juve avec lui, et puis quand il a été sélectionneur. Donc là aussi, c'est super. C'est l'un des personnages que vous avez le plus apprécié au plus haut niveau? Oui, certainement, parce que c'était quand même le roi. Michel Platini, c'était pas rien, et puis de voir l'amitié, de faire des petits séjours à Cassis dans sa maison, et puis je crois que c'était un super joueur, un sélectionneur, et puis maintenant un grand dirigeant, donc mais avec tout le temps très, très simple et très proche et solide en amitié. Donc, voilà. On continue, on feuillette l'album. Là, c'est plutôt des gens connus également. Oui, c'était à Clairefontaine, au château, et avec Coco Martins et puis avec Paul. Donc là, vous étiez en pays de connaissance, là. Oui, on a eu de la chance avec David Ginola ou avec Bernard Armat, tout ça. Il y avait beaucoup de Brestois, donc c'était intéressant parce qu'on se retrouve en pays de connaissance. Là. On continue d'autres photos, je ne sais pas s'il en reste, parce que c'est vrai que votre album est quand même bien garni. Alors là, ça c'est assez intéressant. Là, vous avez quitté l'équipe de France. En 94, donc on m'a demandé de choisir entre le PSG et puis l'équipe de France, les Bleus. Et je trouvais que c'était beaucoup moins lourd le PSG. Et j'ai retrouvé avec les Bleus Jean-François Domer qui était en 84, avec Louis et puis Joël Batz et Daniel Bravo. Et c'est une autre coupe, c'était la Coupe des Coupes à Vienne. Très rapidement, avant de voir le reportage suivant, votre plus beau souvenir lors de ces fréquents déplacements avec l'équipe de France, ou donc le PSG? Le plus beau souvenir? Pour le moment, j'ai pas eu le temps trop de m'apesantir et puis de voir les souvenirs. Ce soir, on regarde les photos. Je crois que ce sont tous que des bons souvenirs. Chaque fois que j'étais appelé avec les Bleus ou avec le PSG, il y avait toujours donc cette amitié et puis après toutes ces anecdotes-là et le souci permanent, constant de bien recueillir le maximum d'informations, de bien regarder et puis après de pouvoir utiliser cela maintenant, donc, mais en cloisonnant, parce que c'était vraiment un décalage important entre les Bleus ou le PSG, et puis de revenir à Guipava ou revenir à Plabennec, et puis après à Brest, donc de bien faire la part des choses, mais d'emmagasiner le maximum, parce que quand on côtoie l'élite comme ça et le top, je crois que c'est une mine d'or. Et je crois que voilà, c'est ça l'expérience. Allez, on repart tout de suite du côté de Brest. On va maintenant s'intéresser à l'un des joueurs du stade brestois 29. C'est l'une des pièces maîtresses. Il s'agit de Fred Cadeau, le gardien du stade brestois 29. Portrait.
7h du mat, Fred Cadeau attaque la journée, au programme boulot, entraînement boulot, bref, pas de quoi chômer, et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Ouais, ça fait des bonnes journées, donc pied bon oeil dès le matin, mais finalement ça s'équilibre sur la journée, puisque d'avoir une activité sportive assez intense malgré tout, mais d'en avoir une le matin, ça permet de couper la journée, tout simplement. Passionné d'informatique, le gardien brestois est également très attaché à la culture bretonne. Oui, complètement, Xavier Graal notamment, Glenn Moore aussi, que j'apprécie beaucoup, donc plusieurs personnages bretons, écrivains, chanteurs que j'apprécie énormément, donc une petite bibliothèque autour de ces gens-là, ça me permet aussi de voyager, de voir autre chose en fin de journée, après des journées assez longues. Allez, t'as fini? C'est bon? T'amènes ça avec toi? Mais à 27 ans, le jeune père de famille doit avant tout gérer ses obligations familiales. Parce qu'il faut la mettre. Fred, on va où là maintenant? Direction la garderie, première étape pour déposer Christelle. Ensuite direction Morlaix pour rejoindre la société. 8h, Fred arrive à la société Gestin à Morlaix. Michel Gestin, c'est lui, également président du Stade brestois. Son entreprise est spécialisée dans l'import-export de viande. Et je suis parti. Attends, il est toujours rangé, arrête, c'est pas vrai ce que tu dis. Chargé au départ du développement du système informatique de l'entreprise, ce fou du net a désormais la charge de meatfood.com, une filiale de la SA Gestin. Bah écoute, j'attends de voir s'il demande quelque chose dans la matinée. Et tu vois ça. Ils sont deux à travailler pour cette filiale, lui et son copain Sébastien Guyon, autre joueur du Stade brestois. Leur travail, vendre des containers de viande par Internet. Mon travail en fait c'est de réceptionner des demandes de clients à l'étranger, situés en Asie, situés en Amérique du Sud, situés en Europe, qui recherchent de la marchandise, de porc, de bœuf, de volaille. On réceptionne ces demandes et ici on les traite donc à Morlaix. Dans un deuxième temps, en cas de vente, on réalise tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique et après tout ce qui est administratif et douanier. 10h, pas de temps à perdre, direction le stade de Pen-Hélène pour l'entraînement. Encore deux, allez. Allez, dernière, pour la télé. Allez. Depuis 3 ans, Fred Cadeau s'est imposé comme dernier rempart du Stade brestois, mais ses premiers crampons, il les a chaussés dans les environs de Lorient. Ouais, ce qui m'a donné envie de jouer, probablement la proximité des terrains de foot à côté de chez mes parents, dans la région lorientaise, puisque je suis originaire de Lorient, de Lanester plus précisément. Lanester où j'ai commencé à jouer en jeune, après pour partir à Lorient, et FC Lorient à côté où j'ai joué une saison en jeune. Ensuite, ça s'est poursuivi au Stade Rennais pendant 7 ans. Je suis passé au centre de formation avant de rejoindre le groupe professionnel. Avant de m'exiler 3 années en région parisienne, où j'ai joué à Saint-Denis-Saint-Leu, donc avant d'arriver au Stade brestois, il y a 3 ans de ça maintenant, appelé par Michel Gestin donc, et Pascal Robert qui était entraîneur à l'époque. Le portier brestois ne veut pas spéculer sur l'avenir, mais il entend bien relever le défi de la D2 en 2002. C'est difficile de spéculer sur l'avenir quand on est footballeur. On a des contrats d'1 an la plupart d'entre nous, donc il faut voir au jour le jour. Donc, en tout cas, il y a un projet encore sur 2 ans, un projet ambitieux qui me plaît et j'aimerais bien aller jusqu'au bout de ce projet. Et Fred Cadeau, là donc, après l'entraînement, va manger rapidement et repart au boulot. Vous êtes des tortionnaires, c'est terrible, mais attendez... Non, mais je pense, il est parti dimanche matin pour 8 jours à Djerba avec sa charmante épouse, après la noce de Sébastien Guyon qui a eu lieu samedi, et je voudrais féliciter donc Sébastien et Agnès pour ce mariage, et puis je pense que Sébastien, comment je veux dire plutôt Fred, va bien profiter de ces 8 jours de repos qu'il a bien mérité là. On va faire un petit retour en arrière, on va repartir quelques années en arrière. On a évoqué tout à l'heure quelques grands joueurs, on en a vu quelques-uns en photo, des grands joueurs qui ont fréquenté le Stade brestois, qui ont fréquenté l'Armoricaine, Francis Leblay. Le plus grand, je sais pas, le joueur qui vous a le plus marqué à Brest. Il y en a eu un paquet, j'imagine.
Oui, alors là... C'est dur, hein? Oui, oui. Non, mais Drago Vabek, c'est vrai que dans le cœur des Brestois, Drago, c'est quand même quelque chose. Donc, je crois qu'il a marqué, parce que c'était un joueur sur le terrain imprévisible, à l'entraînement aussi, bon, un peu difficile à gérer, mais bon... Paraît-il. Ouais, mais bon... un petit peu, mais... Pourquoi? J'imagine, si vous dites ça, c'est que vous avez une anecdote, vous. Ah non, Drago, c'est vrai, en dehors du terrain, c'est quelqu'un de charmant, mais c'est vrai que sur un terrain, il était très difficile à gérer. Et comme je l'avais dit dans une des émissions, à domicile, il était inarrêtable. Par contre, à l'extérieur, il traçait un carré et puis il restait dedans, on ne le voyait pas. Mais par contre, c'est vrai qu'à la maison, devant son public, il était fabuleux. Eh bien, messieurs, vous avez vu juste, nous avons promené notre micro et notre caméra dans les travées du Stade Brestois 29 et vous allez le voir, Vabek est resté dans tous les esprits. 79, le Stade Brestois se prépare à vivre sa toute première saison en première division. L'équipe doit absolument se renforcer. Le club fait alors appel à un Croate de 29 ans, Dragutin Vabek. Je me rappelle, on est parti à Zagreb, à l'époque c'était le Dynamo, dans un stade de 70 000 places où il y avait énormément de sécurité. Et moi j'accompagnais le club donc, pour filmer. Drago a fait une première mi-temps avec son club, le Dynamo. Il a changé, il a mis le maillot rouge, à l'époque c'était aussi le maillot rouge, pour jouer avec le Stade Brestois. Ça a été une ovation extraordinaire. Et on a compris ce jour-là qui était Drago Vabek en Yougoslavie, c'est-à-dire c'était une star. Et c'est effectivement une star qui est venue à Brest. Drago, pour sa toute première saison en armoricaine, marqua 17 buts et devint ainsi le 4e buteur du championnat. Saison 80-81, 14 buts en D2, 18 la saison suivante et le retour de Brest en D1. 20 ans après, il reste dans toutes les mémoires. Sans problème, parce qu'il était tellement doué que, oui, il effaçait tout le monde. Il était bon, il était rapide, c'est vrai, et puis il faisait plein de belles choses, hein, plein de belles actions et tout ça. L'étranger que j'ai préféré, c'est sans doute Drago Vabek, à l'aile gauche, avec ses dribbles déroutants, là, et puis son punch. Il avait une technique et il savait jouer surtout dans le coin là-bas, de la tribune. Quand on lui demandait de planter un but, comme on disait, de planter un but, c'est le cas de dire, eh ben, il n'hésitait pas, il partait tout seul. Il partait tout seul. Alors automatiquement tout le public se soulevait là-bas, quoi, dans le coin. Alors c'était son coin, c'était un ailier. Mais Drago, c'était aussi un sacré caractère, plus têtu que ses coéquipiers bretons et pas toujours facile à gérer. C'était le moteur de l'équipe quand il voulait bien jouer, parce qu'il y avait certains matchs, il ne jouait pas non plus. Extérieur surtout. Éventuellement à l'extérieur des fois, mais même à domicile des fois, ça lui arrivait de bouder un peu, ça faisait partie de son caractère. C'est un joueur formidable, mais qui avait un sale caractère, on peut le dire. Alain de Martigny a eu quelques soucis avec lui. Je rappelle d'un match à Auxerre où dans les vestiaires, il n'était pas content, il avait jeté ses chaussures. Bon, Alain ne l'a pas fait jouer en deuxième mi-temps. Il joue contre Nantes 3 jours après, il marque 2 buts et il y a un stade en folie parce que Drago était super. Et à Auxerre, il n'a pas voulu jouer. Vabek quitte à Brest au début de l'été 83. Lui, le Croate, ne s'entendait plus avec les Serbes du club. À 51 ans, il dirige aujourd'hui les équipes de jeunes du Dynamo Zagreb. Voilà, on a eu le plaisir de le revoir il y a quelques jours dans la région brestoise, surtout du côté de Dirinon. Un grand monsieur quand même. Petit par la taille, mais grand monsieur. Un grand joueur, mais aussi deux grands dirigeants, parce que à Dirinon, M. Pont, et puis à Plougonvelin, parce qu'il est allé aussi à Plougonvelin avec Gérard Bergotte. Gérard Bergotte et Pont qui arrêtent l'organisation de 2 tournois internationaux qui étaient vraiment remarquables. Et moi je voudrais qu'on leur tire un grand coup de chapeau parce que c'est pas évident de mettre en place des manifestations comme ça sur des années. Donc, alors les grands joueurs brestois autrement, il y a eu qui pour vous, Jean-Louis Lamour, et pour vous également Yvon, mis à part Yvon Leroux et Jean-Luc Lemaguérès qu'on reçoit ici régulièrement, il y a eu... Serge Noir, Loulou Floch, Thierry Doré. Il y a Patrick Marté aussi qui a marqué. Patrick a marqué beaucoup de buts. Et puis bon, on retient surtout les attaquants. Hein, donc, mais avant, il y avait aussi les anciens du temps de René Daniel, et qu'il ne faut pas oublier, parce que bon, on a fêté les 50e anniversaire du club l'année dernière. Mais des garçons comme Jean-Claude Delorme, qu'on a vu hier, parce que hier on avait une petite manifestation avec un tournoi de pétanque, et il y avait tous les anciens. Ça y est, donc Brest a repris l'entraînement. Non, oui, l'entraînement avec tous les anciens. Je crois que ce 50e anniversaire du stade a permis de faire revenir les anciens. Et puis, bon, il y a du sang neuf, mais aussi le sang historique et toutes ces valeurs du club qui reviennent. Il y a d'ailleurs un numéro 1 qui vient de sortir, Le Lien, qui est édité par les anciens. Donc, je tenais à saluer. Je crois que c'est important dans le club de voir les racines du club, de voir toutes ces valeurs-là et de les inculquer aux jeunes à venir.
Eh ben, on va de nouveau vous présenter un ancien du Stade brestois. C'est vrai qu'on le connaît bien, il s'agit du Roscovite ou du Saint-Paulitain, mais il est aujourd'hui à Roscoff, Loulou Floch. Bonjour mesdames. Bonjour, si je vous dis Louis Floch, ça vous dit quelque chose? Louis Floch. C'est le peintre peut-être, non? Loulou Floch, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Absolument pas? Non. C'est ici, à Roscoff, dans le Nord Finistère, qu'on a retrouvé la trace de Louis Floch, enfin Loulou Floch. Moi, ça me fait penser à un sport. Football, oui. Football? Footballeur, oui. Ah oui. Ouais. Oui. Par exemple. Ex-professionnel, par exemple aussi. Oui. Il y a beaucoup de Floch en Bretagne. Rapide ailier droit, chouchou de Georges Boulogne, entraîneur national. C'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein? Ah ouais. Bonjour. Loulou Floch, 16 sélections en équipe de France. Il y a 13 ans, il stoppe sa carrière de footballeur professionnel. Depuis, il gère cette maison de la presse, tout près de son village natal. J'avais quand même un souvenir de Roscoff aussi. Quand j'étais au Stade Rennais, j'ai eu une grave blessure en équipe de France junior et je suis venu en rééducation ici à Roscoff. J'étais condamné pour le football, on me l'a dit plusieurs fois, mais bon, grâce aux soins que j'ai eus ici à Roscoff, j'ai réussi quand même à revenir et à rejouer en première division, ce qui n'était pas évident pour tout le monde. Originaire de Saint-Paul-de-Léon, c'est là qu'il a chaussé ses premiers crampons sur le terrain municipal. Ah, comment vous m'avez dit? Loulou Floch. Ah oui, ah non, c'était le Floch. Ah non, mais c'est l'international qu'elle a dit. Vous savez un petit peu quel parcours il a eu, ce monsieur-là? Ah, pour moi, pas non, pas en tant que marin, non. Moi non plus. Moi, en tant que marin, non, mais j'attendais beaucoup parler de lui, c'est sûr. Il était marié avec qui? Ça, je peux pas vous dire. Ah bon? Une chose est sûre, en junior, il passe directement professionnel et signe pour 4 ans au Stade Rennais avant de partir à Monaco au début des années 70 pendant 3 ans. C'est à cette période qu'il intègre l'équipe nationale. Ah, l'équipe nationale, c'est extraordinaire. C'est bon. Quand on est dans un groupe comme l'équipe de France, c'est merveilleux. On se donne à fond. Puis on côtoie des joueurs de grande classe. J'ai côtoyé des très très grands joueurs en équipe de France et c'est merveilleux. C'est un ancien joueur de football, on est dans un ancien international, né à Saint-Paul-de-Léon, a joué à Rennes, à Monaco, au Paris Saint-Germain. Ça vous suffit? Incollable. Monaco relégué en 2e division, Loulou part au PFC en 72, puis au PSG où il évoluera 2 saisons. C'est à Paris qu'il garde ses meilleurs souvenirs. Quand je rentrais sur cette pelouse, le public était avec moi, me soutenait, me scandait Loulou, Loulou. C'était incroyable, hein, on avait des frissons tellement que c'était merveilleux. Bon, j'ai vu beaucoup de matchs au parc, des joueurs nettement supérieurs à moi, mais qui n'ont pas eu cette communion avec le public, quoi. Comment il est? Vous le connaissez un petit peu? Comment est-ce que... Un homme très sobre, très nature, très gentil, pas rouleur de mécanique du tout. Un bon, quoi. En fin de carrière, il a l'opportunité de s'installer dans la région. Il effectuera 4 saisons au Stade brestois avant de devenir entraîneur-joueur à Cléder puis Roscoff. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à son magasin. Ça me manque encore, j'aurais envie de temps en temps encore remettre les crampons, mais bon, il y a mon magasin, il y a le boulot, mais par contre, tous les dimanches, je suis sur un terrain. Je vais voir les matchs, je supporte une équipe, bon, et puis bon, j'adore, je pourrais pas rester un dimanche sans voir un match de foot. Loulou Floch, un nom décidément familier, mais qui a parfois tendance à se perdre dans les méandres de la mémoire. Ah, c'est le monsieur qui tient le bureau de tabac au coin. J'étais déjà bien servi et content d'être servi par monsieur Floch, alors je vais l'être 2 fois plus la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Bon, je vais finir mon petit café parce qu'il va refroidir. Au revoir, salut. On repasse tout de suite à l'actualité du Stade brestois 29, à l'issue donc de cette première saison en national. On resitue un petit peu la trêve. Vous êtes 5e au soir de la trêve. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, tiens, la D2 en 2002, finalement, ça sera peut-être la D2 en 2001.
Oui, on est parti en stage à Bénodet. De toute façon, on met tous les atouts de notre côté, on prépare, on dit le coup est jouable. Donc mathématiquement, on n'avait pas trop de retard sur les 3 équipes qui étaient postulées. Donc voilà. Exactement. Non, mais on travaille très très sérieusement, sans se prendre au sérieux comme dit Alain, mais on a fait la poule aller, la poule retour d'une manière très très sérieuse. Et puis bon, ben voilà. Donc on est... La poule retour tout de suite, la poule retour du Stade Brestois 29. Même si les Brestois ont réalisé une très bonne première partie de championnat, on retiendra tout de même leur élimination au 8e tour de la Coupe de France par la modeste équipe de Bayeux 2-1. Mais paradoxalement, cette élimination prématurée va transcender les Finistériens lors des matchs retour. Avec lors de la 20e journée une victoire à Noisy-le-Sec 1-0 et une courte défaite chez un des leaders du championnat, Istres 2-1. Pour le compte de la 21e journée. Lors de la rencontre suivante, les hommes d'Alain de Martigny accueillent le Racing Paris. Ce jour-là, Francis Leblay va assister à un véritable festival offensif de la part de la Brace Team. Dès la 13e minute, suite à un bon débordement, c'est Drush qui ouvrira la marque de près, 1-0. Des Brestois qui, lors de la première mi-temps, se créeront de nombreuses occasions avec leur capitaine Franck Léran, mais le score restera le même à la pause, 1-0. Ce n'est qu'en seconde période que Léran, encore lui, doublera la mise sur une bonne frappe croisée. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, c'est Drush qui, d'un lob astucieux, scellera la victoire brestoise 3-0 face au Racing. C'est vrai qu'on a fait un très grand match ce soir. On l'a abordé comme il fallait. On est rentré à la mi-temps avec 1-0 et on a dit entre nous qu'il fallait rien lâcher. Maintenant, pour le championnat, on peut regarder vers le haut. Il faut continuer comme ça. Dès lors, les Rouges et Blancs ont trouvé la cadence et ne perdent plus avec un nouveau succès une semaine plus tard face à Alès 2-0 et un bon match nul fin février à Louan-Cuiseau 1-1. Toutes les conditions sont donc réunies début mars pour continuer sur leur lancée et réussir un nouveau bon coup à Francis Leblay devant Reims lors de la 25e journée. Même si les Rémois sont les premiers dangereux, Morera pour Brest trouvera la faille à la 37e minute, permettant à ses couleurs de mener 1-0 à la mi-temps. En seconde période, les hommes d'Alain de Martigny se procurent un nombre incalculable d'occasions, mais sans parvenir à tromper la vigilance de la défense rémoise. Et finalement, Brest assurera l'essentiel en l'emportant 1-0. Ce soir, notre équipe a été très généreuse. On a manqué un petit peu le dernier geste, mais il faut dire aussi que l'état du terrain n'a pas aidé. Plusieurs faux rebonds. Plusieurs fois, c'est vrai. Maintenant, bon, l'équipe de Reims a été ce soir très accrocheuse. Et ça a été un match dur, on savait que la densité du milieu nous gênerait dans notre jeu. Bon, on a réalisé des bons mouvements, mais on a souvent fait de meilleurs matchs. Mais ce soir, ce tour, c'est la générosité de notre équipe qui a été solidaire, qui a été jusqu'au bout solidaire. Bon, puis, et qui, au fil du match, a été de mieux en mieux parce que bien sûr, on avait de plus en plus d'espace. Toujours très à l'aise à domicile avec 10 victoires après 25 journées, les Brestois vont prouver également courant mars qu'ils sont en net progrès à l'extérieur avec un nouveau bon point glané à Besançon lors de la 26e journée et une victoire à Valenciennes 2-1. À 9 journées de la fin, les Brestois conservent leur 5e place avec 47 points et à ce rythme-là, on se prend à imaginer la montée plus tôt que prévu. D'autant que lors de la réception de La Roche-sur-Yon, les Brestois seront de nouveau maîtres chez eux, s'imposant 3-2 car même menés 1-0 en tout début de match. Droche réduira la marque rapidement et Wei, juste avant la pause, inscrira le second but brestois 2-1 à la mi-temps. Droche portera le score à 3-1 au retour des vestiaires et La Roche réduira la marque là aussi sur pénalty. Le public de l'Armoricaine est alors en communion avec ses joueurs qui se sont fait pardonner de la défaite face à Grenoble 15 jours plus tôt 4-2. C'était dur, le terrain était très grand sur la fin de match et puis La Roche a joué son va-tout à 3-1, c'est vrai qu'elle se devait de prendre des risques. Bon, elle l'a fait, on a tenu, on avait à cœur de faire un gros match derrière parce que c'est vrai qu'on devait se faire pardonner du match de Grenoble, donc je suis très content pour l'équipe et puis personnellement je me suis un peu rattrapé donc je suis très content. Malheureusement, lors de la 30e journée, les Brestois retomberont dans leur mauvais travers face à Pau. Une équipe qui lutte pour ne pas descendre en s'inclinant 2-1. L'Héran ouvrira pourtant la marque à la 23e minute de jeu. Mais les Palois, plus en jambes, inscriront 2 buts au pauvre Fred Cadeau.
ce qui nous attend jusqu'à la fin de saison. Maintenant, tout n'est pas fini. Hein. Mais il faut s'attendre à des matchs comme ça, des matchs de coupe où les gars se donnent à fond. Et le moindre point arraché, c'est le bonheur pour eux. Donc à nous de retenir la leçon pour les prochains matchs. Lors des 2 journées suivantes, les hommes d'Alain de Martigny feront carton plein en battant Passy-sur-Eure et Dijon. Mais le tournant de cette très bonne saison brestoise interviendra très certainement le 24 avril, où les Bretons s'inclineront à domicile devant Valence 1-0 et seront incapables 4 jours plus tard de s'imposer face à la Lanterne Rouge Thouars. Résultat, 1 but partout. Les Brestois sont alors 6e au classement et le rêve de la D2 s'éloigne un peu plus. Pourtant, les Bretons sont orgueilleux et ne veulent pas s'avouer vaincus à 4 journées de la fin. Pour la réception de Red Star, les hommes d'Alain de Martigny vont de nouveau faire parler la poudre. En s'imposant face aux banlieusards parisiens 4-1, Droche, Léran, Morera et Guyon seront les buteurs de la soirée. Gomis réduira la marque pour le Red Star. Outre la victoire et les 3 points, c'était surtout par rapport au décès de père de Michel Gessin. Et je crois que rien que pour ça, on se devait de faire un grand match. Et je crois que c'est ce qui nous tenait le plus à cœur ce soir. Des Brestois qui ne s'arrêteront pas en si bon chemin puisque Clermont Foot, un des prétendants à la montée en D2, va se faire laminer quelques jours plus tard en terre bretonne. Ce soir-là, rien ne résistera aux Brestois qui terrasseront littéralement les joueurs d'Albert Rust. C'est en deuxième mi-temps que les Finistériens feront la différence avec un premier but de Didot, un autre de Dugan et enfin un superbe lob de Léran. Score final 3-0 et véritable démonstration brestoise qui peut repenser à la montée. Et en effet, et puis il y a d'autres clients avec Amiens, avec Istres. Donc bon, je crois que ce soir surtout, on a assisté vraiment à un jeu d'une très grande équipe. C'est clair qu'ils ont joué de manière superbe et tactiquement et au niveau physique, ils ont tout donné. Et puis bon, en plus, on a vu encore des beaux buts ce soir. Donc tout va bien. Vraiment, je suis très fier d'eux. Malheureusement, le déplacement en Corse à Ajaccio lors de l'avant-dernière journée se soldera par une défaite de 2-1. Et la fête pour le dernier match de la saison à Francis Leblé sera un peu ternie face aux futurs finalistes de la Coupe de France, Amiens. Les Brestois qui passeront à côté de leur match encaissant 3 buts en seconde période par une formation amiénoise bien en place. Guyon réduira la marque dans le temps additionnel pour Brest. Avec un bilan très honorable pour une première saison en nationale, 19 victoires, 6 nuls et 13 défaites, les Brestois termineront l'exercice 2000-2001 6e avec 63 points. Il faudra attendre le mois de mai prochain en espérant que le slogan « La D2 en 2002 » se vérifie. Voilà, on peut donc le dire, c'est une bonne saison pour le Stade Brestois 29, Yvon Leroux. C'est une superbe saison, mais je crois que les conditions atmosphériques ont joué un mauvais tour aux Brestois. Parce qu'il y a eu des matchs reportés et ils ont eu une série de 7 matchs en 24 jours, je crois, à jouer. Et je crois que c'est pour un club comme Brest, je crois que c'était de la folie. Jean-Louis, cette histoire de terrain synthétique qu'on avait évoqué ici à plusieurs reprises, ça va se faire ou pas ? Oui, bien sûr, ça va se faire. Le budget a été voté par la municipalité, donc l'appel d'offres est lancé. Les travaux vont démarrer au début septembre et puis le terrain sera opérationnel pour le 15 novembre. On a un supporter numéro 1, c'est François Cuirand, le député maire de Brest, et qui met tout en œuvre pour nous donner satisfaction. Et on rappelle effectivement qu'on a eu une poule retour démentielle avec des reports de 4 matchs de championnat, Dijon, Passy, Racing, Red Star. Et ce qui fait que ça a été très difficile à gérer au niveau physique, au niveau des joueurs. Alors, renouveau sportif pour le Stade Brestois, mais ce n'est pas tout. Il y a également le retour au Stade Francis Leblé de nombreux partenaires, certains d'ailleurs qu'on n'avait pas vus depuis quelques années. Oui, je pense que ce slogan-là, la D2 en 2002, donc a fait que tout le monde est soudé vers ce projet-là et adhère totalement. Donc il y a les institutionnels comme la mairie, le conseil général, le conseil régional, mais aussi donc tout ce monde économique qui nous soutient. Donc sur le département commercial avec à la tête pour la saison prochaine à plein temps de Pascal Robert, du fait que Bruno Pabois va devenir l'entraîneur adjoint d'Alain de Martigny, fait que vous savez comme moi que l'argent c'est le nerf de la guerre et puis qu'il faut impérativement boucler le budget parce qu'il y a de côté sportif finir dans les 4 premiers de national l'année prochaine, c'est l'ambition sportive. Parce qu'il va y avoir 4 montées, mais d'un autre côté, au niveau de la DNCG, présenter à la fin de saison l'année prochaine, donc des comptes à 0 et un budget équilibré. Donc là, on lance un appel vraiment aux partenaires, aux anciens et aux nouveaux partenaires qui viennent nous rejoindre. Je crois qu'on est sur les bons rails.
il y a, je crois, la confiance dans ce qu'on fait au quotidien et l'image qu'on dégage qui est une image positive. Donc c'est l'année ou jamais. Je crois qu'il faut impérativement que ceux qui sont encore un petit peu frileux, un peu tièdes, eh ben, viennent nous soutenir. Vous allez voir. Oui, je pense. Ouais, les on va en parler tout à l'heure avec Michel Gestin, de toute façon. Ben voilà, on va tout de suite suivre le déplacement de quelques partenaires, justement. C'était en Corse, c'était du côté d'Ajaccio. Embarquement immédiat pour l'île de Beauté. Les quelques partenaires qui font partie du voyage sont au rendez-vous, sans oublier la presse locale et un beau programme en perspective. Tout à fait, un beau programme. En plus, on sait qu'il fait très bon là-bas, donc on a mis les shorts et tout, les maillots de bain. J'espère que ma femme m'entendra pas. Et donc, en plus, on va très bien manger ce soir et j'espère en plus qu'on va prendre 3 points, comme ça on fera plus la fête encore. Début d'après-midi, arrivé à Ajaccio, direction l'hôtel où sont hébergés les joueurs et le reste du staff. Ambiance. Les colonies de vacances. Découverte du lieu d'hébergement plutôt séduisant. Première étape, la distribution des chambres. Les plus chanceux bénéficient d'une vue imparable sur la Méditerranée. Pas le temps de souffler, c'est reparti. Objectif, le centre-ville pour une rapide virée touristique. Arrêt sur le vieux port d'Ajaccio et un impératif. On reste groupir, hein? Il va nous indiquer. Le chauffeur du bus lui connaît bien le secteur. Présentation. L'hôtel de ville avec la statue de Napoléon, premier consul au-dessus là-bas. Et la maison de Napoléon se trouve dans une petite ruelle juste derrière. Ouais, tout voilà, voilà, ouais. Quelques instants pour profiter du paysage et se désaltérer. Pour la plupart, ce type de déplacement est une première et quelle que soit l'issue de la rencontre, on entend bien en profiter. Bon, je pense que le résultat sera le même, je pense. Hein. On est venu là pour décontracter, pour s'amuser et puis pour soutenir le Stade Brestois. Donc il n'y a pas de raison. Qu'on gagne ou qu'on perde, on s'amusera quand même. Bonjour, bonsoir, vous allez bien ? 18h, rapide passage à l'hôtel où les joueurs sortent de leur sieste. Petit tour des forces en présence avant de rejoindre le stade. Bruce Nielsen, c'est Blue Water Shipping, c'est transport maritime. Le big boss au port là-bas. Jacques Brénéol, tu connais? Non, inconnu. On villégiature encore. Voilà. Ça va Arnaud. En route vers le stade Mezzavia sur les hauteurs de la ville. Visiblement pas trop de pression du côté des joueurs. L'heure est à la concentration. Premier contact avec le terrain et avec les dirigeants corses sur le rond central. Les drapons bretons et corses saluent l'arrivée des adversaires. On a mis les deux drapeaux parce qu'on était bien reçus là-bas en Bretagne. C'est super gentil comme on les avait reçus là-bas. Ouais. Et nous, on vous reçoit la même chose. On vous rend la monnaie. Voilà. Pendant que les partenaires s'installent, les journalistes bretons sont déjà au travail et pour eux, ce type de déplacement est déjà plus courant. Mais c'est sûr que c'est plus agréable de venir faire un match ici par une température très agréable et des fois dans le soleil couchant que de se retrouver dans la tempête ou dans le froid en hiver. Pourquoi est-ce que toi tu es venu ici tout simplement supporter l'équipe de Brest? Pour voir la Corse, pour supporter Brest, Stade Brestois 29, pour être avec les partenaires et tout ça quoi. Pour l'ambiance, c'est sympa. La rencontre terminée, retour à l'hôtel, le temps de lâcher les sacs et foncer en salle de restauration. Au menu dégustation de produits corses, ça fait partie des charmes du voyage. C'est vrai qu'on a découvert un petit peu les charmes de la cuisine corse, ce qui n'a pas été désagréable du tout. Les charmes des vignobles corses, ma foi, très agréable aussi. Début d'une soirée qui s'annonce chaude et se terminera pour quelques-uns tard dans la nuit. Chose promise, chose due, la fête ne sera pas gâchée par la défaite. Voilà, et Brest que l'on retrouvera donc l'an prochain sur TV Brest, bien entendu, mais également dans le cadre du championnat de France de national. On peut parler budget un petit peu pour le Stade Brestois, c'est en hausse, il y a de nouveaux partenaires, vous avez des petites choses à nous annoncer peut-être?
Non, il va y avoir un nouveau partenaire maillot, oui, donc Windor, avec monsieur Le God de l'armoricaine de menuiserie du Drennec. Ça veut dire quoi, que ça bouge autour du Stade Brestois? Oui, bien sûr, heureusement que ça bouge. Non, ça, de nouveaux sponsors, oui, Guilherme Matériaux qui va prendre aussi le maillot donc, de l'Andivisio. Ce sont vraiment des partenaires locaux. Je crois qu'on a une identité forte bretonne. On a envie, à la limite, produit de Bretagne. J'aurais bien vu ça sur le maillot, produit de Bretagne, parce qu'on va véhiculer une image dans l'Hexagone. Non, ça bouge énormément, à tous les niveaux, dans tous les départements, c'est ça qui est... Ça ne ronronne pas, je vous rassure de suite. J'ai l'impression, on va tout de suite écouter Michel Gestin, le président du Stade Brestois. Le budget qui était de 11 millions en 2000-2001 va passer autour de 15 millions de francs pour la saison 2001-2002. On a longuement affiché nos ambitions depuis 2 ans, donc c'est l'année où jamais il faut monter en 2e division. C'est vrai que nous essayons de fédérer un maximum d'entreprises importantes de la région. Et nous aurons toujours nos 20 loges. Il y a un clubhouse qui va être triplé en surface pour accueillir les gens. Donc on va créer vraiment un vrai club de partenaires. C'était le souhait de toutes les entreprises. À ce jour, il y a à peu près 145 entreprises qui font partie déjà de ce club et on espère arriver à 190-200 entreprises. Le Stade Brestois est un vecteur important de communication dans la région. Il y a eu près de 100 000 spectateurs dans ce stade au courant de l'année 2000-2001. On espère atteindre les 150 000 pour l'année 2001-2002. C'est plein d'espoir avec un public exceptionnel. Voilà, Michel Gestin, l'heureux président du Stade Brestois. Jean-Louis Lamour, j'ai une petite question, je suis un petit peu gêné de vous la poser. J'avais cru comprendre que vous aviez démissionné de votre poste, que vous aviez quitté le Stade Brestois. Oui, 72 heures. 72 heures, puis après une bonne discussion avec Michel Gestin et avec Alain de Martigny, j'ai revu ma position. Je crois que, vous savez, il y a 2 grands axes de travail. Il y a la D2 en 2002, qui n'est pas qu'un slogan, il y a de l'écho, c'est pas un fardeau, c'est vraiment un moteur, et il faut être bon tous les jours parce qu'on n'a pas le droit de décevoir. Mais à côté de ça aussi, il y a tout un club, c'est donner une âme, restructurer, reconstruire un club. Il y a une SAOS, c'est une association, et c'est une tâche très lourde. Et puis bon, il a fallu faire quelques réglages, mettre tout sur la table, et puis là on est bien repartis tous ensemble pour une belle aventure. Vous êtes en train de nous dire que les équipes B, C, les équipes de jeunes, c'était un petit peu oublié? Moi, mon travail, si vous voulez, est double, comme je viens de vous l'expliquer. Hein. Donc, j'ai 2 casquettes. C'est ce challenge-là, la D2 en 2002, mais aussi rebâtir et redonner une âme au Stade Brestois 29. Donc, c'est pas... Il y a Pierre Léostic, président de l'association, il y a Michel Gestin. Je travaille avec deux super présidents, mais il y avait quelques petits problèmes, quelques réglages. Oui, mais je pense que vous me donnez l'occasion de parler des jeunes. Je crois que le Stade Brestois fait une saison remarquable avec un directeur de la formation qui est Serge Esnard et qui est vraiment quelqu'un de très compétent et qui est aussi le cœur stadiste. Et puis avec d'autres éducateurs comme Jean-François Hamel, Cyril Morvan qui fait accéder les moins de 17 ans au championnat de France. Donc on a les moins de 15, moins de 17 en championnat de France. Je crois que les moins de 13 aussi viennent de gagner la Coupe de Bretagne avec Johan Charter contre le Stade Rennais à Ploufragan le lundi de la Pentecôte. Voilà, donc je crois que c'est tout un club qui bouge. Donc il y a des petits désaccords. C'est réglé. Vous êtes là et c'est très bien. On va parler du recrutement et là je veux des noms. Déjà, qui part, qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et comme départ, il y a Stéphane Sergent, qu'on regrette, mais qui on souhaite beaucoup de réussite à Rouen, dans son nouveau club, parce que c'est vrai que Steph était quelqu'un de très attachant et, dans le groupe. Il y a 2 autres départs, les Rouennais, qui ont eu du mal à s'intégrer dans la vie du groupe. Donc Jean-Marc et puis Roger, qui repart avec la nationalité française. Et puis voilà, donc en ce qui concerne les départs. Les arrivées maintenant? Les arrivées, poste par poste, Amrouche, Reggie, qui nous vient c'est un Kabyle qui nous vient d'Algérie et qui est sélectionné à 60 reprises dans l'équipe d'Algérie. C'est Saïd Amimi qui nous l'a recommandé chaudement. Tous les renseignements qu'on a pu obtenir le concernant sont positifs. Donc Alain voulait un patron derrière, quelqu'un qui tienne bien la défense. Donc voilà, après on a eu la chance d'avoir un joueur en prêt avec le Stade Rennais. Et là, c'est pas n'importe qui, c'est un très joli coup aussi. Oui, donc là, c'est un moment de 10 de 20. Son papa est guadeloupéen, il s'appelle Vanoukia Cédric.
Il a 19 ans, capitaine de l'équipe de France des moins de 19 avec Guy Stéphane. Là, je vois vos yeux qui brillent, là. Ça c'est bien. Hein. Oui, non. Non, vous savez, on fait fonctionner tout un réseau, on a beaucoup de relations dans le football, Alain et moi, et puis donc le recrutement se fait comme ça. Hein. Donc après, avec bien, donc on a récupéré poste pour poste à place de Jean-Marc Sylvain Pratt. Sylvain Pratt, voilà, donc je crois que qui est de Lannion, donc on ne peut pas faire beaucoup plus régional que ça. Comme centre-avant, il y a Lionel Kemener, c'est un garçon qui était à Montauban. L'entraîneur de Montauban cette saison était Francis Bizot, l'ancien entraîneur du Stade Morlaisien. 23 buts dans une équipe de Montauban qui était en bas de tableau en CFA, c'est pas rien. Un parcours un petit peu difficile dans des clubs, donc un peu un problème, mais avec une grande faim, une grande envie de réussir. Donc, et puis au côté Stéphane Chapalin, qui on avait depuis 2 saisons, on avait des yeux sur lui et qui lui aussi a le même profil. Donc Chapalin, Kemener, Pratt, voilà. Rencontre tout de suite. Oui, Yvan. Non, le plus dur, c'est de remplacer la paire Droche-Borera, 35 buts à eux deux pendant la saison. Oui, mais bien engagé là. Oui, ouais. Non, moi je suis très confiant. Je crois que non, très confiant. Non. Moi je crois que totalement. Non, je crois que ce soir on est pleinement satisfait, Alain, moi et Michel Gestin, du recrutement qui est fait. Et puis ce sont des joueurs, si vous voulez, qui ont le profil qu'il faut, hein, qui vont s'intégrer totalement à Brest, qui ont envie de réussir quelque chose, partager avec nous ce challenge-là. Et puis je crois qu'il n'y aura pas de problème. On va tout de suite écouter 2 néo-brestois, messieurs Pratt et Kemener. Ça me fait énormément plaisir de venir dans la région. C'est un club que je connais déjà depuis quelques années, puisque j'allais les voir jouer il y a une dizaine d'années avant qu'il y ait un petit problème. Ça me fait énormément plaisir déjà de rester dans la région et en plus d'avoir un challenge très ambitieux avec le Stade brestois. Comme je l'ai expliqué à M. Gestin et à M. de Martigny, c'est qu'ils ont pris Sylvain Pratt et non pas Jean-Marc Droche. Donc on va faire un petit peu avec des qualités peut-être différentes et puis en espérant que le résultat sera un tout petit peu meilleur, même s'il est un petit peu moins bon sur le point de vue personnel, qu'il soit le meilleur sur le point de vue collectif, tout simplement. Parce que mon intérêt passe bien sûr par l'intérêt du club. Donc l'objectif c'est la D2 et non pas de rester en N1 l'année prochaine. Et puis Brest, parce que Brest, je veux dire, pour moi ce n'est pas un club de national, c'est un club minimum de D2. Et puis lorsque j'ai eu des contacts avec Brest, j'ai complètement oublié tous les autres clubs. Et croyez-moi, j'ai même refusé des clubs à l'étranger, Sion pour ne citer que cela. Et même 3 clubs de D2 qui voulaient attendre, mais je n'ai pas voulu attendre, ça a été Brest. Et sur Brest, j'ai mon père a 18 cousins qui sont sur Brest. Donc ça va me permettre de les connaître cette année. Et je suis très heureux de porter les couleurs de sa ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Kemener sur Brest. Écoutez, moi je vais vous dire, je vais être très franc avec vous, je trouve que ce recrutement, il a de la tronche. Il vous plaît bien. Ça me plaît, ouais. Mais vous savez, le recrutement au Stade brestois, c'est l'entraîneur qui le fait, en harmonie avec le président, parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et puis ensemble, tous les trois, on essaye de faire au mieux. Et je crois que là, ça sera un beau coup. C'est pas des super noms, mais ce sont des joueurs valeureux, qui ont la niaque, qui ont la moelle. Et c'est ce qu'il faut à Brest. Rassurez-moi, vous aviez, me semble-t-il, à rencontrer les gens, les grands ponts de la DNCG. Tout va bien, ça se passe bien? Pas de problème, ça s'est passé sans aucune difficulté. Pas de cauchemar. On n'est pas dans notre ville. Non, à Brest, on a déjà donné. Reprise de l'entraînement, reprise du championnat? Mercredi, le 27 de ce mois-ci, donc ça va venir vite. Hein. Donc Alain est déjà rentré de vacances pour préparer la reprise. Dès ce matin, il était au travail pour préparer la reprise le 27. Et puis après, le stage à Bénodet à partir du 2. On était à l'hôtel Castel à Bénodet avec Nelly qui va nous préparer un bon petit stage. Et puis après les matchs amicaux contre une équipe polonaise le 8 juillet à Bénodet, les champions de Pologne. Et puis après on joue à Bourg-Blanc contre Angers, on joue au Folgoat contre Caen. Et puis en division contre Guingamp et l'UNFP à Saint-Paul-de-Léon. Voilà un programme chargé. Et après le championnat. Tout va bien. Messieurs, merci. Donc on ira vous voir à Bénodet pour un petit jus avec vous pendant le stage. Yvan Leroux, écoutez, c'est la dernière. La dernière. On ne fait pas la bise, mais le cœur y est. Donc on se retrouve maintenant en septembre. Mais bon, on se verra pendant l'été de toute façon. Vous serez là un petit peu pendant l'été. Je sais que vous prenez de longues vacances, vous autres. Non, j'ai besoin. Je viens de récupérer un petit peu après.
après TV Braise et puis l'US Concarneau, c'est vrai que ça fait du bien de prendre un peu de recul. D'accord, écoutez, tout va bien. On se retrouve donc, Yvon, et merci pour vos interventions judicieuses cette année. On se retrouve à la reprise de Sport Braise en septembre. Et puis on aura bien entendu l'occasion de vous côtoyer à l'occasion du tournoi TV Braise les 17 et 21 juillet à Lorient. Merci messieurs. Merci, Kenavo. La suite dans quelques instants. Merci.